Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La nomination de Francis Pedro Amozou par l'Assemblée nationale pour compléter la liste des représentants de la coalition des 14, la convocation du corps électoral par le gouvernement, l'annonce du dépôt des candidatures, du début des campagnes électorales ont meublé la journée d'hier. De ces annonces, celle relative à la tenue des élections législatives le 20 décembre fait réagir la coalition. Pour Jean-Pierre Fabre, Gnassingbé et son gouvernement s'amusent. L'actualité, c'est aussi les livres face à l'avènement des réseaux sociaux. Quelle est finalement l'importance de la lecture de nos jours? Les spécialistes dans ce numéro 218 sonore d'un plateau bien garni à l'image de l'actualité. Nos invités, les voici derrière ceci. Aux fidèles auditeurs et auditrices de Pyramide FM. Ibrahim Acha, directeur du journal Temps Nouveau. Gérard Wissa, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous les confrères et bonsoir aux auditeurs. Gérard Wissa, je rappelle, lui, il est le directeur de Sika Magazine. Le plateau continue de s'agrandir, bien évidemment. Ildefonse Akwaki, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Ildefonse Akwaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Le dernier, pour boucler la boucle, c'est Maître Célestin Bougan. Maître, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir chers amis sur le plateau. Bonsoir à tous ceux qui sont à l'écoute. Maître Célestin Bougan, il est le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Vous gardez le micro, le voyage de Banjul, comment ça s'est passé? Oh, pas mal, ça s'est bien passé. Vous m'avez reçu sur l'antenne en direct au moment où le Togo s'apprêtait à présenter son rapport périodique devant la commission. Ça a été fait. Et bon, c'était un rapport qui malheureusement a couvert une période de 6 ans. Et au lieu de 2 ans, puisque c'est chaque 2 ans que les pays doivent présenter leur rapport. Et donc c'était jusqu'à 2016 où le Togo a présenté son rapport sur le respect ou la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été relevées dans ce rapport et il y a beaucoup d'observations qui ont été faites également au Togo concernant l'insuffisance dans la mise en œuvre de la Charte africaine. La recommandation, c'est pour quand? C'est déjà sorti? Ou non, c'est à la fin, le 13, ils vont clôturer. Et donc, c'est après la clôture, à la date de la clôture, que nous aurons les recommandations. Il y a quand même des observations qui tenaient lieu au fur et à mesure des recommandations. Je sentais que ces observations qui ont été faites seront transformées en recommandations et on les a quand même senties. Voilà, l'actualité, on revient. Ça, c'est une actualité d'une ou 2 semaines condensée, mais on va parler de l'actualité. Celle qui est plus vive, hein. Ça a commencé d'hier, jeudi 8, le 8e qui correspond au 8e représentant de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui a rejoint la CENI à travers le Parlement. Il s'agit de Francis Pedro Amozou qui a été recalé entre-temps, mais cette fois-ci, il a eu l'onction du Parlement pour représenter la coalition en lieu et place du représentant de l'UFC, Jean-Claude Noroumao. Dieudonné Korolakina. Est-ce qu'on peut comprendre ce revirement-là? Mais si vous l'appelez revirement, c'est qu'il fait tout simplement suite à un voyage qui a conduit les acteurs à Conakry, un voyage mystère, entre guillemets, parce que de retour de ce voyage, d'aucuns s'attendaient à ce que rapidement ou très rapidement, eh bien, qu'il y ait un relevé de conclusion, comme aiment à l'appeler certains spécialistes. Mais hier, je crois que la coalition des 14 a publié un communiqué. Aujourd'hui, le gouvernement était face à la presse. Mais en tout cas, ce qui est clair pour tout le monde est que les lignes bougent. Maintenant, la Commission électorale nationale indépendante est au nombre et le débat est clos maintenant. Maintenant, le débat est clos, certes, mais
est-il que, et tu l'as dit tout à l'heure en introduction, il y a quand même quelques interrogations. Par exemple, la question, par exemple, de la reprise des recensements, est-ce que ça sera possible ou non? On va revenir ça. Jean-Pierre Fabre appelle ça on va y revenir. Amusement. Bon, en tout cas, il y a tellement de questions, même si on est bien d'accord que de part et d'autre, les lignes bougent. Oui, avec cette composition, on va dire, réellement paritaire maintenant, suivant les attentes de la coalition. Gérard Wesson, est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est clos ce débat là, au niveau de la composition paritaire de cette CENI? Oui, mais disons que pour la composition paritaire, le débat est clos. Et maintenant, on va voir comment le reste va se dérouler. Moi, ce qui m'a le plus agacé, c'est tout le temps que nous avons perdu dans tout ce juridisme. Parce que celui qui est pénalisé, en fait, de compte, c'est nous. Hein. C'est nous, le petit peuple, c'est nous qui n'avons pas grand-chose à gagner. Et moi, je crois que cette guerre, cette polémique-là n'avait même pas sa raison d'être. Tout le monde sait que l'UFC a pris fait et cause pour le régime. Alors pourquoi vouloir encore avoir une place aux côtés de l'opposition, quitte à passer à l'ennemi à la première occasion? Tout le monde, ça c'est cousu de fil blanc, comme on le dit. Tout le monde sait la stratégie d'avance. Mais nous avons perdu tant de temps, rien que pour résoudre un soi-disant problème. Donc moi, je crois que les gens s'amusent un tout petit peu avec la politique. Et vous allez entendre des confrères, les hommes politiques. Tout le monde va dire, oh, on est sur un terrain politique. Donc, c'est comme si en politique, tout était permis. La politique, c'est l'art de perdre du temps aux autres. La politique, c'est l'art de piétiner le petit peuple. La politique, c'est l'art de tirer son pays vers l'arrière et tout. Moi, c'est ça qui me désole un tout petit peu. Quand vous allez dans d'autres pays, vous voyez la politique, c'est quelque chose de beaucoup plus passionnant. Et on cherche des solutions. Des gens, d'abord, des idéologies. Les gens avancent suivant des théories politiques, économiques. Et vous voyez même les lois, c'est des états de droit. Les lois sont gardées par des sages. Les lois sont gardées par des personnalités en qui on peut avoir confiance. Mais ici, il n'y a rien de tout cela. Tout le monde est dans la mêlée. Tout le monde est jugé arbitre, tout le monde joue le ballon comme il veut. Bon, quelque part, c'est très désolant. Moi, j'ai suivi l'actualité pendant une semaine, de lundi jusqu'à vendredi. Sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas tellement le moral parce que tout le monde s'amuse avec ce pays, alors qu'il y a beaucoup de gens qui mangent à peine une fois par jour. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas le moyen de se traiter. Et pourtant, on est sur un terrain politique, donc ceci, on ne dit jamais, jamais. Des théories, des slogans, et tout est devenu amusement. Mais à force de s'amuser avec un pays, bon, moi, je ne sais pas là où on va aboutir, parce que nous avons un défi à relever. Nous sommes en concurrence avec d'autres nations, avec d'autres pays, et qui n'avancent pas, reculent. Moi, je crois que nous reculons. Ibrahim Acha, il y en a qui estiment que cette façon de procéder, ou bien de débarquer l'UFC de la CENI, est une violation du code électoral. Non, mais je pense que les gens doivent tenir compte du contexte, parce que le contexte a évolué. Pourquoi est-on arrivé vers la conclusion selon laquelle il faut mettre en place une CENI paritaire? C'est parce que les acteurs, ceux qui sont parties prenantes au niveau du dialogue togolais, ont décidé que c'était important d'avoir une CENI où il y aura équilibre en matière de représentation. Vous comprenez? Donc, du moment où nous avons accepté ce principe, c'était évident quand même qu'on aille vers la mise en place de cette CENI. Et l'UFC n'avait pas sa place, étant entendu que l'UFC n'est pas partie prenante au dialogue inter-togolais. Donc c'était très simple comme ça à comprendre, mais je ne sais pas pourquoi les responsables de l'UFC n'ont pas voulu comprendre la chose de la sorte et entendre raison et laisser le pays avancer. Ils ont constitué un blocage et on a perdu assez de temps, comme l'a relevé Wissam. Je me demande, tout ce temps perdu là, est-ce que ça nous honore? C'est la question que nous allons nous poser. Il faut dire que nous sommes du moins heureux, nous, aujourd'hui, parce que j'ai toujours soutenu que l'UFC n'avait pas sa place. Dans le contexte de CENI paritaire, n'avait pas sa place à la CENI. Aujourd'hui, je pense que la raison a pris le pas sur les manœuvres politiciennes. Et nous nous en réjouissons. Je pense que l'UFC a seulement été chassé. Il faut avoir le courage de prononcer ce mot, c'est chassé, a été chassé de la CENI. Est-ce qu'on peut parler de cette manière du moment où l'UFC avait déjà annoncé que si ça venait
la CEDEAO, il n'y a pas de souci. Non, ils avaient dit qu'ils ne vont jamais quitter la CENI. C'est ce qu'ils avaient dit, qu'ils ne vont jamais quitter la CENI. Mais aujourd'hui, ils sont face à l'évidence. Vous savez, le problème, c'est que les gens ne sont pas conséquents envers eux-mêmes. Les gens déclarent des choses, mais font autre chose sur le terrain. Leur mentor, Jirkis Olympio, a conseillé à Faure Gnassingbé de ne pas se présenter en 2020 pour donner la chance au Togo d'évoluer. Et pourtant, il savait que sur le plan constitutionnel, il n'y avait rien qui demandait à M. Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Mais il a dit qu'il ne voudrait pas que le pays stagne, mais que le pays évolue. Mais pourquoi arriver maintenant au niveau de la CENI? Eux, ils veulent bloquer les choses. Ils ne veulent pas que le pays évolue ou bien quoi? C'est ça le problème. Donc maintenant, je pense qu'ils ont été contraints à démissionner et c'est l'évidence. Il n'y avait pas à s'amuser, il n'y avait pas à tourner en rond en comptant sur son partenaire politique. La preuve, ceux qui refusaient hier de voter Francis Pedro, c'est eux maintenant qui ont voté pour Francis Pedro. On se demande comment ils vont se regarder dans la face, dans le miroir. Est-ce qu'ils ont pu faire un exploit ou bien c'est la raison qui est revenue? Et Ildefonse Akpaki, est-ce qu'on peut véritablement parler du fait que ce débat a éclos du moment où, lorsque vous suivez, vous regardez un peu le communiqué de la coalition, on insiste encore une fois sur le démembrement. Ensuite, le président de cette CENI-là, qui doit être un étranger ou une personne neutre. Oui, mais permettez-moi d'abord de faire une petite remarque sur la politique au Togo telle que Gérard l'a souligné tout à l'heure. Mais moi, j'ajouterais que, au regard de tout ce que nous avons vécu, que nous suivons depuis un moment, la politique également au Togo, c'est de jouer au névrosé. Parce que la réalité est là. Et c'est également de faire preuve d'hérésie intellectuelle. Parce que lorsque Gérard parle de juridisme par rapport à l'UFC, moi je dis que ce n'est même pas du juridisme. Je suis d'accord avec lui quand il dit que ça a permis à perdre du temps. Oui, c'est sciemment qu'on a créé cette situation-là. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, j'ai écouté des cadres de l'UFC qui se disent docteurs de ci, docteurs de là, mais qui n'arrivent pas à décrypter. Même si je dis décrypter, c'est trop dire, à lire. C'est-à-dire que c'est plus limpide qu'on dise partie prenante, partie concernée, et l'UFC qui n'a jamais été dans la rue, qui prétend avoir une place. Pour moi, Ildefonse, la CENI n'existe pas jusque maintenant. Vous savez, je me réfère à l'article 14 du Code électoral qui dit ceci, je cite. Les membres de la CENI désignés conformément à l'article 12 ci-dessus sont nommés par l'Assemblée nationale. La liste nominative des membres de la CENI est publiée au journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence. Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour constitutionnelle dans ces termes. Je cite, 3 points de suspension et je ferme. Est-ce que tout ceci a été fait? Parce qu'il est question du respect de la loi. Est-ce que nous avons vu les membres qui ont été nommés? Est-ce qu'on a vu leur nom dans le journal officiel tel que la loi recommande cela? Est-ce qu'ils ont prêté serment? Ceux qu'on a dit qu'ils sont de unir, qu'ils ont été choisis, ils ont prêté serment devant qui? Leurs noms sont sortis dans quel journal officiel? Peut-être qu'il faut aller fouiller. Non, mais comment il faut... Non, mais je vous parle, parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ok, bon, peut-être qu'ils vont faire ça. Non, mais comment ils vont faire ça? Qui ont fait le travail? Qui ont fait... Non, qui ont fait le travail? La loi recommande, ou bien on a les lois qui sont devenues aujourd'hui des toiles d'araignée, qui arrêtent les grosses mouches, et les petites mouches plutôt, et font passer les grosses mouches. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, Maître Célestin Gougan, qui estimait également qu'il n'y a pas de CENI, est-ce qu'on tend vers maintenant la mise en place de la CENI? Oui, c'est pour ça que lorsque vous avez dit de me poser la question de savoir si il n'y a pas eu violation du code électoral relativement à la désignation des membres de la CENI, c'est maintenant il y a le respect de ce code-là. Ce code-là n'a jamais été respecté depuis le début de ce processus-là. On dit que les membres doivent être désignés, 5 membres désignés par l'opposition parlementaire. Dites-moi, ces 5 membres-là, est-ce qu'ils ne sont pas désignés par l'opposition parlementaire?
Est-ce que dans le temps, le représentant de l'UFC a été désigné par l'opposition parlementaire? Non. Le représentant de l'UFC dans le temps n'a pas été désigné par l'opposition parlementaire. C'est l'UFC qui... c'est l'UFC qui a envoyé un de ses membres que l'Assemblée, une partie de l'Assemblée nationale, a désigné. C'est maintenant que l'UFC... il faut prendre le problème au sérieux. Maintenant, quand je disais qu'il n'y a jamais eu de CENI, mais la loi dit que la CENI doit être composée de 17 membres. Mais on n'a jamais composé une CENI de 17 membres. Même jusqu'à l'heure actuelle, là, il n'y a pas encore de CENI au Togo. Mais il y a l'élection le 20, vous parlez du fait qu'il n'y a pas de CENI. Oui, il CENI. n'y a pas de CENI. Ce qui voudrait dire que ce qui est fait jusqu'alors, c'est du désordre, c'est du brouillon. C'est dans l'illégalité nous avons évolué jusqu'alors. Parce que la loi dit, pour organiser les élections, il faut une institution composée de 17 membres. Jamais il y a eu d'institution composée de 17 membres qu'on puisse appeler CENI au Togo. Jusqu'à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que tout ce qui a été fait, c'est du désordre qu'on est en train de faire jusqu'alors. Maintenant, ce débat de l'UFC qui a eu lieu, tout ça là, des gens jurés, n'importe comment, et jusqu'alors, je me demande où ils sont. Où ils sont, parce que là, c'était un débat inutile, comme on dit certains, c'était pour nous perdre du temps. Et le temps, nous avons suffisamment perdu. Et maintenant, on se rend compte que ce temps qui est perdu a été fait sciemment pour que certains puissent en profiter et lancer le processus comme on le fait présentement. Et donc, c'est quand même regrettable. Et je crois que c'est quelque chose qui se prépare. C'est un coup de force, c'est un coup de force électoral qui se prépare. Vous gardez le micro, on enchaîne en même temps avec le second sujet. La convocation du corps électoral qui a coïncidé parce qu'il y a beaucoup de surpris que Pedro qu'on recusait depuis là, facilement comme ça passe. Et derrière, on nous annonce la convocation du. Qu'est-ce que je dis? On n'a pas dit du temps pour en profiter. Maître Célestin Bougan, la convocation du corps électoral pour les élections du 20 décembre. Voilà. La question fondamentale qui se pose, c'est de savoir quel corps électoral on convoque. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de corps électoral. Mais il y a eu si nous supposons, ça c'est une hypothèse d'école, à supposer qu'il y avait une vraie CENI qui avait fait un recensement normal, non changé de mineurs ou des gens, n'importe qui, à supposer. Est-ce que vous avez une liste électorale aujourd'hui? Pour qu'on sache au moins, qu'on ait au moins une idée d'un certain nombre de personnes qui seront appelées à voter. Mais on nous a dit qu'il y a des experts de la CEDEAO qui viendront scruter ce désordre-là qui a été fait par Katanga et son équipe. On nous a dit qu'il y a des experts de la CEDEAO qui viendront et qui vont essayer de voir comment auditer le compte et comment auditer le fichier électoral. Aujourd'hui, on n'a pas de fichier, on n'a rien qui a été audité et on convoque un corps électoral en l'air. C'est de l'illégalité. Un gouvernement sérieux ne fonctionne pas comme ça. C'est du désordre dans ce pays. Et je dis, si on va comme ça, dit que ça fait la risée de ce pays. Vous avez le code électoral avec vous. Le code électoral, oui. Fouiller, après vous allez nous revenir pour nous dire où le gouvernement a violé. Ibrahim Matia, aujourd'hui, le 20 décembre, ça tient. C'est ça la décision du gouvernement à travers le Conseil des ministres hier. Oui, mais il faut dire que le gouvernement ne pouvait pas faire autrement, parce que c'est une recommandation de la CEDEAO et c'est la feuille de route qu'on est en train de respecter comme ça. Vous comprenez que la CEDEAO a donné des recommandations et a demandé à ce que le Togo mette en œuvre ces recommandations de manière à ce que le Togo puisse aller vers un processus de normalisation. Et donc, dans le principe, le gouvernement ne peut pas aller au-delà de cette date. Bon, maintenant, si dans la faisabilité de la chose, par rapport aux éléments d'appréciation, par rapport à l'évaluation du processus à mi-parcours, c'est-à-dire qu'après le recensement, il faut voir aussi le temps qui reste, est-ce que le fichier est déjà prêt, est-ce que on peut aujourd'hui parler de la sérénité dans le pays pour qu'on puisse amener les gens à aller aux élections. Il faut voir tous ces paramètres-là d'abord au niveau, ça doit se faire au niveau de la CEDEAO pour voir si techniquement et de façon matérielle, ça
la date de 20 décembre là peut tenir. Donc ça, cela relève des prérogatives de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui doit voir si techniquement on peut aller aux élections le 20 décembre ou pas. Mais à l'état actuel, je pense que le gouvernement est en droit de convoquer le corps électoral pour le 20 décembre parce que c'est la recommandation de la CEDEAO. Il faut y aller, voilà. Gérard Ouessa, aujourd'hui, je sais, il y a plein qui n'ont pas encore fait le recensement. Ils sont déjà KO pour le 20 décembre, mais n'empêche, voilà la CENI apparemment qui retrouve la voie avec les représentants de l'opposition parlementaire. Et rien convoque le corps électoral pour le 20 décembre. Est-ce qu'on peut penser que ce sont des consignes qui sont données à Conakry? Bon, mais quand vous dites qu'il y a certains qui sont KO, vous voulez parler de qui? De ceux qui vont voter ou bien de ceux qui seront candidats? Les deux. Mais les deux. Ceux qui doivent voter, ils n'ont pas leur carte, ils ne peuvent pas voter. Ceux qui doivent être candidats, ils ne sont pas faits en recensé. Parce que les deux choses n'ont pas la même gravité. Et quand quelqu'un veut être candidat et puis bon, il n'est pas député, peut-être qu'il est déçu dans ses ambitions personnelles. Mais quand une partie du peuple n'est pas allée aux élections, parce qu'il y a eu des querelles, il y a eu des incompréhensions, et le peuple n'est pas allé voter, ne serait-ce qu'une partie, alors ça veut dire que, bonjour la crise, qui va continuer. Donc, beaucoup ne se sont pas fait recenser, compte tenu de tout ce que vous savez. Et maintenant, quand on va aller aux élections, qu'est-ce que ça va donner? Moi, si je ne me suis pas fait recenser, parce que mon parti m'a dit de boycotter, que les choses ne sont pas claires, et demain, quelqu'un se présente devant moi comme étant député de ma circonscription ou quoi, je ne le reconnais pas. Automatiquement, celui-là, pour moi, il n'est pas légitime. Quand il va me dire, Gérard, mets la peau de banane là dans la poubelle, je mets à côté de la poubelle. Parce que je vais agir contre lui. Je veux agir contre lui. Et c'est comme ça que le Togo fonctionne. Et moi, je pense que le pays ne va jamais marcher. Ce qui frappe avec ce régime, permettez-moi de le critiquer comme ça, c'est un régime qui n'a jamais su unir ses enfants. Vous allez voir, c'est un pays qui est de plus en plus divisé. Regardez ce qui se passe à Sokodé, Bafilo, Mango, même à Kara. Quand on prend quelqu'un, on le tabasse, on pense qu'il est mort, on le quitte. Vous voyez, tout ça là, c'est des divisions qui vont finir par nous rattraper. Quand quelqu'un, la famille A, est parti taper la famille B, ou du moins on identifie quelqu'un comme ayant été un des assaillants. Vous voyez, c'est des querelles qui ne finissent jamais. Et le peuple est rancunier. Les gens n'attendent que leur heure et les moyens pour agir. Mais les hommes politiques semblent ne pas voir ça. Et nous disent seulement, oh, l'opposition est ceci, l'opposition est cela. Et nous aussi, on se laisse entraîner, oubliant que derrière ces leaders de l'opposition, c'est des milliers de gens qui se reconnaissent et qui attendent juste le jour d'avoir les moyens. Certains nous diront, ils n'auront jamais les moyens, nous contrôlons tout. C'est comme s'ils étaient des dieux. C'est comme ça on a dit aussi dans d'autres pays comme le Libéria, la Sierra Leone. Et quand ça commence, c'est ces gens-là qui sont les premiers à quitter le pays, à aller en exil pour aller dépenser leurs milliards. Moi, j'ai un peu peur pour le Togo. De toutes les façons, l'élection qui aura lieu, moi, je crois que cette élection ne peut en aucun cas être équitable. Quoi qu'on fasse maintenant. Parce que jusqu'à présent, prenez un champion comme Atchadam Tipi, qui n'a pas eu son mot à dire jusqu'à présent parce qu'on l'a forcé à l'exil. Alors que pour certaines personnes, ça c'est leur idole. Et vous ne lui avez pas permis de participer à la compétition, au débat, à la préparation des élections. Comment est-ce qu'on peut parler d'équité pour de telles élections? C'est comme si les éperviers jouaient et puis le pays contre lequel on jouait est parti séquestré à Adebayor. On lui dit maintenant jouons. Et après le match, on libère Adebayor, on dit nous vous avons gagné. Mais moi je ne reconnaîtrai jamais leur victoire. Et c'est ça qui risque de se passer, moi je crois. C'est votre avis, finalement. C'est tout à fait personnel, c'est mes craintes. Dieu donné. Pourquoi subitement du retour de Conakry, de grandes décisions tombent? Mais vous me tonnez avec la question. Mais moi, je me plais à répéter que la CEDEAO est dans un service après-vente, même si tu ne partages pas. Oui, puis il n'y a pas eu de vente pour faire service après. Non. Sauf que, de toute façon, Alpha Condé, tout comme Nana Akufo-Addo, sont les deux facilitateurs désignés par la CEDEAO, à moins d'une preuve contraire. Non, vous savez, d'abord, j'aimerais bien revenir sur le débat lié au corps électoral, mais on est tous d'accord que autant on invoque le code électoral qui est d'une certaine manière respecté aujourd'hui,
autant ce code électoral ne prescrit nulle part qu'il faut que le corps électoral atteigne un certain seuil, pour que le corps électoral soit validé. Il faut que ça existe. Mais non, on est bien d'accord. Non, mais sauf que justement, les experts sont en train de travailler dessus. Il existe des velléités, et c'est certain, d'aucuns invoquent ci, d'aucuns invoquent ça. D'ailleurs, un parti comme le PNP infère qu'il faut attendre le travail des experts pour voir justement ce qu'il faut faire ou des actions à mener. Attendons de voir. Maintenant, on est bien d'accord que en tout cas en matière du corps électoral, il n'existe pas de seuil pour le rendre valide. On est bien d'accord. Mais non, mais je persiste. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si c'est un électeur qui y va, on dit on a fait les élections avec un électeur. Je donnais ma fini. Vous allez réagir. Nous allons donner la définition de ce qu'on appelle corps électoral. Attendez, je donnais ma terminer d'abord. Le code est là. Je donnais, allez-y. Vous avez la Voilà, parole. donc, mais d'abord sur le corps électoral. Maintenant, le Conseil invoque clairement. On se demande pourquoi le Conseil convoque le... Mais les dispositions de ce même code disent clairement on ne convoque pas le corps électoral de la veille pour le lendemain. Et ça, c'est le code de toujours. On ne peut pas convoquer un corps électoral la veille pour le lendemain. Suivant le code, il faut convoquer le corps électoral dans un certain nombre de délais. On est d'accord. Mais et donc le gouvernement est dans son rôle. Je ne vois pas pourquoi justement ça gesticule aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça respecte le code électoral d'un côté et qu'on applaudit, mais il faut effectivement reconnaître avec courage justement que de l'autre côté, si le gouvernement prend ses responsabilités de convoquer le code électoral, on est toujours dans le respect de ce même code. Avant, défense, maître, situez-nous. Le code avec vous, lis-nous ce que vous avez vu. Je vous situe. L'article 40 de notre code électoral dit « Le corps électoral se compose de tous les Togolais des deux sexes, âgés de 18 ans, révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. » C'est ça. N'étant dans aucun des cas... Donc, c'est l'ensemble de ceux qui sont inscrits sur les listes et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévue par la loi. Où est le problème? Écoutez, il y a cette liste-là, même le président de votre fameux, ce que vous appelez CENI là, a dit qu'il y a des doublons. Qu'il y a des doublons, ça veut dire qu'il y a des choses dedans. Écoutez, ça veut dire qu'il y a des choses dedans qui ne répondent pas aux normes du corps électoral, qu'il faut enlever. À partir du moment où il y a encore ces choses-là, ça veut dire qu'on n'a pas encore un corps électoral conformément au code électoral qu'il faut convoquer. C'est ce que nous disons. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas respecter, même si il faut dans un délai, il faut respecter la loi. Et dans le délai, quel est ce délai? Je ne refuse pas. S'il faut respecter ce délai, d'accord. Il faut être prêt pour respecter le délai. Si on n'est pas prêt et que les choses ne sont pas faites au sérieux, ça veut dire que... Il faut respecter le délai. Le délai là, il faut respecter le délai. Ne nous dites pas que la CEDEAO a fait... Ne nous dites pas... On ne peut pas me dire que la CEDEAO a fixé la date du 20 décembre conformément au code électoral. Jamais. Pas conformément au code électoral. Ça veut dire que si on n'est pas prêt, on peut demander à ce que 20 décembre soit repoussé pour qu'on respecte le code électoral, le délai qu'il faut pour convoquer. C'est ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, mais on veut forcer les choses. Parce qu'on veut y aller seul. On a peur des adversaires sérieux. Donc on veut aller seul. Il faut... Donc ce n'est pas parce que la loi est là, il faut la respecter. Mais quand on n'est pas prêt, est-ce que s'il faut respecter la loi, s'il faut respecter le code électoral, est-ce qu'aujourd'hui là, on aurait déjà fait... On aurait déjà même fait les élections législatives. Alors nous sommes dans une situation où le code électoral même ne peut plus être respecté, ni la constitution, parce que nous sommes dans une crise. Et à partir de ce moment où, maintenant s'il faut la respecter, le code permet la prorogation du mandat des députés. Justement, le code permet. Donc ça veut dire que la date du 20 décembre n'est pas une date légale, ce n'est pas une date constitutionnelle. Mais on est d'accord. Donc si on n'est pas prêt, on peut repousser cette date-là. Ok, vous l'avez déjà dit. La CEDEAO ne nous a pas imposé une date, mais la CEDEAO nous a donné une date. Lorsque nous savons que nous ne sommes pas prêts, disons à la CEDEAO,
par rapport à ça, nous ne sommes pas prêts à ça, on ne va pas nous crucifier. De toute façon. Il défend Sakbaki. Maître Célestin, ne vous fiez pas au propos de Dieu donné. Il est là pour vous titiller. Ah bon? Non, ce n'est pas pour lui. Moi, Ce n'est pas pour lui parce qu'il y a d'autres également qui sont là et qui pensent la même chose. Donc il faut les éclairer. Vous savez, Dieu donné là. moi je Ce n'est pas parle. les pipons entre vous, Dieu donné. Moi Il a je, donné son avis juste. moi je dis, je il parie, défonce, allez-y. moi je parie 1000 contre 1 que les élections n'auront pas lieu le 20 décembre. Ah bon? Il y a quelqu'un qui a parié, ça l'a rattrapé. Hein. Non, je ne suis pas dans la. Non, moi je ne suis pas dans la posture. Moi je ne suis pas dans la posture d'un déphasé. Je vis avec les réalités. Vous savez, comme Maître Célestin l'a dit tout à l'heure, je suis sûr que lorsque nous parcourons l'histoire de notre pays, c'est cette année seulement qu'on convoque le corps électoral et qu'on ne sait pas combien de citoyens sont appelés à aller remplir valablement leur devoir civique. Je suis désolé de le dire. On en face de nous, excusez-moi si je le dis, ne pensez pas que je suis en train d'insulter. On en face de nous des gens qui ne pensent pas à l'avenir de ce peuple. Quand vous parlez des opérations électorales avant la convocation du corps électoral, je crois que il faut d'abord afficher la liste provisoire. Les réclamations doivent être faites. Il y a le contentieux avant l'affichage de la liste définitive où on convoque, dans le passé, on convoquait les gens à aller retirer leurs cartes. En principe, les cartes ne se donnent pas directement. Oui. Avant, on enregistrait tout simplement Oui. et après, vous revenez. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait en amont pour permettre un travail sérieux. Mais lorsque, en face de certaines réalités, notre gouvernement se permet à créer, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, c'est une autre crise qu'on est en train de préparer là. Si on ne fait pas attention, parce que rien ne nous pousse à aller aux élections le 20 décembre. Et d'ailleurs, je dis, prenant l'exemple de l'accord de la Saint-Sylvestre en RDC, on a dit les élections doivent avoir lieu en 2017, mais jusqu'aujourd'hui, les élections n'ont jamais eu lieu parce que les choses ne sont pas prêtes. Et des fois, comment est-ce qu'on peut comprendre que tout ceci se passe du retour de Conakry, où en principe, les décisions devaient être prises pour juguler cette crise-là? J'ai dit sur un plateau, et je répète, les chefs d'État qui ont été à l'origine de la feuille de route ne sont pas tombés sur la tête. C'est des gens qui ont été cooptés, qui réfléchissent. Lorsque les chefs de mission ont travaillé et ont fait le rapport, et ces chefs d'État ont accepté qu'il y ait une feuille de route pour nous permettre à nous, qui étions à un moment donné incapables de résoudre notre crise, je suis sûr que, un seul exemple, la première réunion du comité de suivi, où il était question de régler ce problème de parité et d'inclusivité de la CENI. Qu'est-ce que les membres de la CEDEAO ont dit? Nous sommes incompétents. Mais au retour, à la deuxième réunion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu mandat de dire, suivant le code électoral du Togo, la CENI doit être inclusive et paritaire. Ça a été fait. Ils n'ont plus dit qu'ils sont incompétents. Ce qui veut dire que quelque part, tout ce qui a été pris comme note et rapporté au président facilitateur, ils en ont tenu compte pour dire ce que nous avons dit dans la feuille de route, il faut que cela soit respecté à la lettre. Auquel cas, je ne suis pas sûr que M. Francis Pedro serait encore à l'Assemblée nationale. Sinon, à un moment donné, et j'ai dit la dernière fois que j'ai été scandalisé d'entendre le président de la CENI, lorsqu'il a été interpellé par Maître Dobrousse et Dr Kampatib, président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale, M. Damad Dramani, lorsqu'il a été interpellé la dernière fois sur ce cas-là où on lui disait, mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Togo ne présente pas les choses telles qu'elles étaient, parce que Madame de Sursaut National a démissionné
et a intégré, a dit qu'il désormais compte 3 députés, contrairement à l'UFC qui comptait 2 députés. Il dit oui, mais je continue. Mais c'est du scandale. Aujourd'hui, les revenus, ça, Mais c'est du scandale. Mais pour un président de l'Assemblée nationale, c'est du scandale. Gérard Wissa, Mais non. de façon beaucoup plus concrète, supposons que le 20, ça tient, comme le gouvernement l'a dit. L'ouverture des candidatures, c'est à partir d'aujourd'hui et ça finit le mercredi. Et on sait que, bon, pour composer ce dossier-là, il y a plein de choses dedans. Est-ce que ces candidats-là sont à même d'être à jour d'ici mercredi et se trouver les 100 000 par-ci et consorts? Non, mais si vous voulez du concret, posez la question plutôt aux autres confrères et à Maître Célestin. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans le concret. C'est-à-dire que je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ce qui me déçoit moi le plus, c'est le juridisme que les gens font au Togo. Vous savez, tout ce qui est isme, c'est négatif, hein, on l'a appris à l'école. Tout ce qui est isme, capitalisme, c'est tout ce qu'on exagère. Le juridisme, c'est qu'on se base sur le juridique, sur le droit, pour faire du n'importe quoi. Et nous sommes dans ce schéma actuellement au Togo. Vous savez, les lois ne viennent qu'en appoint au bon sens. Les hommes sont là, on a une société, il y a le bon sens qui est là, et les lois viennent pour réglementer seulement. Mais ici, nous semblons reposer tout sur des lois et on oublie le bon sens. On oublie la raison. Comment est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce que ça peut fonctionner? Si ça pouvait fonctionner comme ça, il n'y aurait pas de juge. On prend un robot, on prend le code pénal et le code civil, on tape dedans, vous venez vous exposer votre cas et le robot dit tiens, celui-ci a raison, l'autre n'a pas raison, un point c'est tout. Mais si les juges sont des hommes, c'est parce qu'on attend ce que le bon sens agisse. Mais ici, nous oublions le bon sens et nous voulons faire de la politique, un député par là, celui-ci a son dossier prêt et tout. Même après 1000 ans, on n'en finira pas. C'est pour ça que moi je préfère laisser la parole parce que c'est qu'on ne trouvera rien comme solution. Je donne le Corlakina. Ça fait, il y a un week-end qui est dedans parce qu'il y a des cahiers judiciaires à chercher, il faut légaliser les dossiers, tout ça. Ils n'ont, c'est hier nuit que ça a été dit. Il y en a qui ne sont même pas au courant jusque-là. Vous savez que l'information. On vous dira au dernier moment que celui qui légalise les dossiers est tombé malade. Pour exclure certains. Ça, on n'en finira pas. On a les moyens sur le plan juridique. Lundi et mardi. Qui veut aller loin mener sa monture, dit l'adage. Donc, Donc voilà, qui veut aller loin mener sa monture. À partir du moment où, bon, moi, contrairement à mon ami Gérard Wesson, je suis formaliste. je suis formaliste. Non, c'est-à-dire que, oui, dès que tu es conscient que tu t'engages dans cette bataille électorale, mais c'est supposé que tu as déjà préparé tous tes dossiers à portée de main. Hein, et donc, il te restera qu'à attendre justement le bon moment. Ben donc, le gouvernement a donné le là, mais il n'y a qu'à suivre. Hein, mais c'est ce que je pense en tout cas, tout humblement. Célestin Bougan. Quel est Togo après le 20 décembre? Un Togo au lendemain de l'élection de 2005. C'est le même Togo, sinon pire. Parce que là, les choses ont évolué, les mentalités ont évolué. Mais laissez-moi vous dire tout à l'heure, par rapport à la question relativement au dossier des candidatures, mais je vous dis que les candidats potentiels sont déjà prêts. Le gouvernement, en prenant ce décret-là, c'est ceux à qui il s'adresse. Il s'adresse au parti, aux candidats du parti au pouvoir et de ses alliés. C'est eux, ils sont prêts, le dossier est là. Ils peuvent même déposer ça aujourd'hui. C'est une élection du 20 décembre, là, qui est organisée. Le corps électoral qui a été convoqué là. On peut même leur faire les légalisations. Oui, tout. Voilà, ils sont prêts. C'est-à-dire qu'il suffit. Donc, c'est seulement une élection pour les candidats du parti au pouvoir. Et ses alliés, s'ils en ont encore. Donc ne vous étonnez pas, puisque de toutes les façons, les autres ne sont même sur aucune liste. Hein, d'ailleurs, il n'y a même pas de corps électoral. Donc, vous voyez les choses, donc c'est de la contention, n'importe quoi. La question, vous n'avez pas répondu. Oui. Quel Togo? Vous confirmez, oui. Oui, c'est Togo. De 2005. De 2005 pire, parce que là, c'est une mascarade électorale qui est en train d'être organisée. Il y a un politicien qui l'a dit aujourd'hui que c'est des... J'oublie le mot là, l'expression qu'il a utilisée, mais c'est un Togo où il y aura un bain de sang. Hein? Je ne suis pas à 100% d'accord avec lui, mais ce ne sera pas
un Togo paisible. Une élection dans ces conditions, c'est pour ça que je préfère, même si je préfère dire avec mon ami Défense que le 20 décembre, il n'y aura pas d'élection le 20 décembre. Ou dire avec Jean-Pierre Fabre que c'est de l'amusement. Ou dire moi-même que c'est une pure comédie. Bon, comme il faut respecter un délai, bon, il faut lancer ça en attendant de voir ce que le lendemain sera fait. C'est tout. Ibrahim Mata. Non, mais je pense que nous devons analyser la situation par rapport à certains éléments qui sautent aux yeux. D'abord, la CEDEAO a parlé d'un processus consensuel et inclusif. Bon, est-ce que nous sommes en présence d'un processus consensuel et inclusif du moment où il y a une certaine catégorie de nos compatriotes qui ne sont pas pris en compte par le fichier électoral? Est-ce qu'il y a consensus là-bas? C'est la question que nous allons nous poser. Il y a aussi l'autre aspect, on parle de la transparence des élections. Quand on parle de la transparence des élections, ça voudrait dire que l'organisation doit suivre certains principes, son organisation. C'est-à-dire que quand je prends au niveau de la CEDEAO, on dit que donc il faut disposer d'un fichier électoral fiable, il faudrait que le processus soit inclusif, ouvert à toutes les partis ou bien à tous les partis politiques, à toutes les formations politiques étant dans le pays. Est-ce que nous sommes en présence de cela actuellement? Il faut se poser la question. Donc, il revient maintenant, et je le réitère, à la CEDEAO de se prononcer, de voir si la date imposée, c'est-à-dire que le 20 décembre, là, si ça, techniquement, ça peut tenir. Si ça ne peut pas tenir, à eux maintenant de tirer la conclusion et de voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire pour amener les Togolais à résoudre leurs problèmes que à en créer davantage. Oui. Vous comprenez? Donc c'est le défi qui s'impose maintenant au niveau de la CEDEAO et à eux de voir si le processus tel que conduit actuellement respecte les standards et les principes au niveau de la CEDEAO en matière d'organisation des élections. Et Défense à qui? Vous savez, je suis un tout petit peu peiné par rapport aux questions que vous me posez au sujet des élections. Quand je me réfère à la feuille de route et je me rends compte que l'institution qui est chargée d'enrôler les candidatures doit être touchée. Je parle de la Cour constitutionnelle. Devant cette Cour, les gens doivent aller prêter serment. Mais la Cour, c'est elle qui prononce qui donne les résultats définitifs. Qu'est-ce qu'on en dit par rapport à sa réforme, d'abord? Parce que on a comme l'impression que sur cette feuille-là, parce que quand tout le monde parle de la CEDEAO, y compris moi-même, ce que la CEDEAO a dit dans la feuille de route, c'est qu'on essaie de réformer la Cour constitutionnelle bancale. Elle est bancale parce que, je l'ai toujours dit, il y a 2 personnes qui n'ont plus leur place là-bas, qui sont décédées, Maître Bébi Olympio et le chef Adoboli. Donc ce qui veut dire qu'au niveau même de cette institution-là, cette grande institution, qui a son mot à dire le jeu électoral, il y a problème. C'est seulement les élections, c'est seulement ça. Mais nous parlons de la Cour constitutionnelle, elle aussi qui parle ces temps-ci. Parce qu'il faut la réformer. Mais pourquoi on ne la réforme pas? Mais quand nous parlons même d'experts électoraux, avant même qu'on ne convoque ce que vous appelez par corps électoral, là, il faut que les experts là nous disent ce qu'ils ont vu pendant... Je n'ose pas dire ce que Maître Agbogan a dit, mais je dirais pire. Cette blague-là, cette bonne blague qui a été faite pendant 2 semaines, où on nous parle de recensement, c'est une bonne blague. Que disent les experts électoraux par rapport à cette blague qui a été organisée pendant 2 semaines? Dites-moi. Parce que c'est en fonction de tous les éléments qu'on a là. Mais lorsque moi, excusez-moi, lorsque moi, journaliste, je vais me mettre à parler d'une quelconque élection au Togo, je dirais tel nombre de Togolais ou bien de citoyens togolais sont appelés aux urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis journaliste, rédacteur. Mais lorsque je n'ai pas le chiffre normal, c'est-à-dire je n'ai pas le chiffre, c'est le nombre de Togolais qu'on convoque pour aller voter, comment je vais écrire mon papier? Dites-moi. Ça viendra. Oh là là. Oh là là. Voilà, dans cette émission, il y en a qui ont évoqué que certains sont incapables de lire, de comprendre. J'espère que nous tous on sait lire.
et on comprend l'actualité, pour vous inviter à la lecture, tout simplement. C'est la semaine des livres, c'est ça que j'ai donné. Je sais que c'est beaucoup plus votre domaine de prédilection. La lecture, face aux réseaux sociaux aujourd'hui, quelle importance? Le livre reste le livre. Autrement, face à l'avènement du numérique, et notamment d'Internet, les bibliothèques, les grandes bibliothèques auraient déjà fermé. La civilisation de l'imprimé, la civilisation de l'écrit a toujours toute sa place. Il faut le reconnaître. Lire sur un ordinateur portable, lire sur un téléphone et lire un document imprimé, il y a une telle différence. On est bien d'accord. D'ailleurs, même, vous savez, il n'existe aucun programme d'éducation au monde qui ne soit basé sur le livre. Ça, il faut se le dire. Parce que l'enfant, avant de toucher l'ordinateur de maîtriser, avant de toucher le téléphone de maîtriser, a toujours pris plaisir, par exemple, à feuilleter un livre. Ça, c'est tout à fait clair. En ça, on ne peut pas dire, c'est vrai, aujourd'hui, il existe même des livres numériques. On est bien d'accord, à partir juste d'un clic, on peut lire, on peut avoir accès à un livre. Mais vous savez, un ordinateur ou un téléphone est conditionné par un certain nombre de paramètres. S'il n'y a pas de courant, on ne peut pas lire sur l'ordinateur, on est bien d'accord. Alors que le livre existe, on peut l'emmener avec soi partout où on veut. Ça, c'est déjà ces différences que je voudrais établir. Mais reconnaître que, quelles que soient les situations, il nous semble que le travail que Gutenberg a posé depuis combien de siècles, je ne sais aujourd'hui. C'est 1450, non? Ce travail reste d'actualité et je ne vois pas aujourd'hui en fait le numérique détrôner aussi facilement ce travail. Gérard Wissam, quand on parle de lecture aujourd'hui, il y en a qui sont très loin de là, passent tout le temps devant l'Internet, ignorent véritablement le support physique. Bon, ce que moi je vais d'abord faire remarquer, c'est que on parle beaucoup de chômage, mais vous allez remarquer que quand il y a des concours, des grands concours auprès des assurances, des banques, même loteries, tout ça là, vous allez remarquer que ceux qui réussissent, c'est les élèves et les étudiants qui se donnent encore la peine de lire. Dès que vous conversez avec eux, vous sentez que, ah tiens, celui-là, il a une certaine culture. Par contre, il y a un lot de diplômés aussi qui passent 80% de leur temps sur WhatsApp et sur Facebook. Et vous les voyez, qu'est-ce qu'ils font? C'est c'est asien, c'est des trucs comme ça. Là. Vous ouvrez votre portable, vous voyez 1000 messages. Quand vous prenez les 1000 messages, en fait, excusez-moi le terme, ce n'est que des bêtises. Des semblants de raisonnement, des semblants d'écriture. Quand un enfant passe son temps à faire cela, le jour où il sera en compétition avec un autre étudiant pour décrocher un poste, évidemment, il a des difficultés. Alors moi, je dis aux jeunes, mettez-vous encore à la lecture parce que la lecture, c'est encore la clé qui ouvre toutes les portes. Et de deux, on saurait comparer les portables, les smartphones numériques à une bibliothèque. Parce qu'une bibliothèque, ce n'est pas une salle, des étagères, plus des livres. Salle plus étagère, plus livres ne fait pas bibliothèque. Parce qu'une bibliothèque, c'est toute une institution, c'est un lieu réglementé, une atmosphère qui est là. Vous prenez et vous êtes dans un autre univers. Ce que vous ne saurez jamais créer avec votre smartphone à la maison. Mais aujourd'hui, vous ne verrez aucun jeune dans la bibliothèque, quand vous leur demandez où se trouve l'Institut Goethe, ils vous disent, je crois que c'est vers Assigan, mais l'Institut français, c'était le CCF, mais on a transféré ça quelque part, je ne sais plus où. Ben, évidemment, dans ces conditions, nous nous trouvons de plus en plus devant ce que l'autre talon a appelé un désert de compétences. Et de plus en plus, on a ça au Togo, malheureusement. Et Défonce Kwaki, je sais que vous aimez lire et vous continuez par lire. À chaque fois que vous venez ici, je vous vois toujours avec des livres. Vous prenez note. Tellement qu'il a les cheveux blancs. Je crois que ça a été le fruit d'une éducation. Depuis la classe, je rappelle que j'ai fait une série littéraire, j'ai fait la 4. Et donc, vous devez vous habituer à la lecture.
Et bizarrement, le Seigneur m'a fait grâce d'être dans un monde où je dois encore plus lire. Et Gérard a dit l'essentiel de ce que j'aurais à dire, donc je ne sais plus ce qu'il faut ajouter, sinon d'interpeller mes jeunes frères à s'adonner encore plus à la lecture, parce que c'est vrai que nous sommes dans un monde où nous remarquons l'évolution dans la technologie sur tous les plans, mais nous ne devons pas faire fi de la lecture. Ibrahim Acha. Mais, même si aujourd'hui nous parlons du numérique, il faut savoir que les livres sont passés par l'étape solide avant d'être numérisés. Et donc, par le passé aussi, il y avait eu ce débat par rapport aux livres, parce qu'il y avait, dès les débuts de l'imprimerie, le livre était encore plus volumineux. Et les gens s'ennuyaient parce qu'ils n'arrivaient pas à se déplacer avec, donc ils sont allés vers les livres de poche. Bon, maintenant, on est allé vers le numérique. Donc, ceux qui prennent leur smartphone ou bien leur tablette pour lire, jusque-là, ils sont en train de lire aussi, donc on ne va pas blâmer. Le numérique, c'est plutôt une révolution, c'est venu pour faciliter encore plus les choses. Bon, maintenant, la bibliothèque, c'est vrai que c'est une institution, il faut toujours donner l'envie aux élèves, à tout le monde, d'aller dans la bibliothèque, parce que quand on arrive à la bibliothèque, quand vous lisez, il y a des références aussi qu'on vous donne, et tout ceci, ça vous amène dans une atmosphère de recherche, dans une atmosphère de données, parce que vous pouvez aussi recevoir aussi certaines choses de vos camarades qui sont aussi à la bibliothèque. Je pense que le livre a toujours sa place, et nous devons aussi avoir cette culture d'écriture. C'est très important. Il faut écrire. Si les Blancs n'avaient pas écrit suffisamment, il n'y aura pas de la connaissance universelle. Mais les Africains ont plutôt dansé. On est passé par notre tradition orale, on continue par défendre ça, et quand une personne vient à ne plus exister, cette personne part avec une grande richesse. Je ne veux pas paraphraser quelqu'un, un Africain qui a dit... Mais les Africains écrivent aussi beaucoup qui écrivent. Et les Égyptiens, mais disons... On ne va pas rentrer dans l'histoire. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que pour cacher quelque chose aux Africains, il faut mettre ça dans le livre. Mais moi, dans le temps, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que nous, dans le temps, nous avons eu un certain engouement à lire. Et dans le temps, vous savez, les mercredis soirs, on n'a pas cours. Et voilà la bibliothèque. Nous envahissons les bibliothèques. Parfois, même, nous faisons des queues parce que, bon, il n'y a plus de place, il faut attendre. On faisait des cartes d'entrée, tout ça là, et on voit. On lançait même des concours. Et vous êtes obligé de parcourir plusieurs livres pour rechercher l'énigme, etc., etc. Donc, on avait un certain engouement. Mais je crois que c'est avec peut-être les réseaux sociaux, la numérisation, tout ça là. C'est à ce moment-là que maintenant là qu'on peut donner raison à celui-là qui a dit qu'il faut que lorsque ça se trouve dans les livres là, on cache ça aux Africains. Donc je crois que mais quand même les livres ont leur importance. Parce que les bibliothèques, c'est quand même quelque chose d'intéressant de quitter chez soi, d'aller à la bibliothèque, de lire, de faire des recherches. Mais il y a quand même des choses à découvrir. Qu'on ne peut pas découvrir sur les réseaux sociaux ou dans les smartphones. On va s'arrêter là finalement. On a constaté que dès qu'on est rentré sur le sujet du livre, il y a eu, vous avez constaté, la tension a baissé. C'est ce que je souhaite. Je souhaite que... C'est ce que je souhaite pour les acteurs politiques. Il faut forcément qu'un jour, lorsqu'un sujet politique vient dans ce studio, qu'on en débatte de cette manière-là. Merci, il y a encore une session que votre tension met. C'est le politicien, la tension se verse. Voilà, on va s'arrêter là. Les invités étaient 5 aujourd'hui. Maître Célestin Agbogan, le président de la Ligue pour les droits de l'homme. Dieudonné Korolakina, directeur de la publication du quotidien Togo Matin. Ibrahim Acha, il est le directeur du journal Temps Nouveau. Gérard Wissa, directeur de Fika Magazine. Et Delphonse Akpaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. L'information s'achève ici. L'information et l'émission s'achèvent ici avec, bien sûr, la mise en onde de Romaric Freitas. Moi, je vous retrouve le lundi. D'ici là, passez un bon week-end chez vous. Vous êtes combien à aller voter le 20?
Tu connais le chiffre? Même si c'est 2 personnes. Même si c'est 2 personnes. C'est pas possible. Sinon, avant, il y a crise. Non, ça Même si c'est 2 personnes, ils vont dire c'est bon. Mais c'est pas bien. Dans le code électoral, il dit que quand c'est Dieu ne valise pas. Non, tu vois, là où je n'étais pas d'accord avec Dieu donné, c'est par rapport aux statistiques que nous avons aujourd'hui en matière de démographie. On dit la jeunesse ou bien les jeunes prennent une proportion de 50 ou bien 50 et quelques. Oui, 61%. Oui, si on fait un fichier électoral, nous sommes 7 millions d'âmes. Un fichier électoral qui ne comporte que 1,5 million, jusque-là, ça ne reflète pas les statistiques. Donc il faut. Mais est-ce que c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Oui, mais on sent en même temps que certains sont venus sur le carreau. Même en France ou aux États-Unis, les gens sont déçus des hommes politiques qui ne vont plus voter. Beaucoup ne vont plus voter. Oui, mais ils sont pris en compte dans le fichier électoral. Non, mais est-ce qu'il y a cette bouillabaisse là? Non. Mais est-ce qu'il y a ça là? Ici, il y a pris. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.